OK, je vais commencer. Hmm. Je m'appelle René Terrien, professeur au département de géologie, génie géologique de l'Université Laval. Je parle assez fort, vous m'entendez? Faut mettre le micro. Ah, faut vraiment. Donc, René Terrien, professeur de géologie, génie géologique à l'Université Laval. Merci de l'invitation pour faire une présentation aujourd'hui sur la modélisation et l'approche que je prends est la modélisation intégrée haute surface eaux souterraines, mais vraiment avec l'emphase sur les eaux souterraines. Donc, je suis ingénieur géologue, hydrogéologue de formation. Je commence par parler de travaux auxquels j'avais participé, un comité canadien qui avait été mandaté par le Conseil des académies canadiennes, et on a produit un rapport en 2009 et on s'était fait demander d'identifier des moyens pour mettre en œuvre une gestion durable des eaux souterraines. Et à ce moment-là, fortement inspiré des objectifs de développement durable de l'ONU, on avait identifié cinq objectifs pour cette gestion durable qui sont dans les cercles que vous avez sur la figure ici à droite. Donc, les trois objectifs du haut représentent plus des aspects techniques. Donc, si j'y vais de la gauche vers le haut, protéger les eaux souterraines contre la contamination. Ensuite, préserver la santé des écosystèmes, qui fait déjà référence au lien entre haute surface et eau souterraine. Et protéger les sources d'eau souterraines contre l'épuisement. Et on avait aussi identifié deux objectifs plutôt socio-économiques. Ici en bas, parvenir à un bien-être socio-économique. Et en bas à droite, appliquer des principes de bonne gouvernance. On avait ensuite identifié une méthodologie qui, comme vous allez voir, est très, très logique, donc sous forme d'une pyramide. À la base, l'élaboration et gestion d'une base de données, donc faire la collecte de toutes les données existantes et faire probablement des caractérisations supplémentaires. Ensuite, établir le cadre géologique. Identifier ou caractériser le régime hydrogéologique, donc dans ce cadre géologique. Et ensuite, on avait une autre étape, développer un modèle des eaux souterraines. On ne spécifiait pas quel type de modèle, ça pouvait être analytique, numérique, 2D, 3D, et ainsi de suite, mais on doit modéliser d'une certaine façon le système. Finalement, pour en arriver à la prise de décision, donc toute la pyramide sert aux preneurs de décision, donc fournir les outils pour les prises de décision d'allocation de ressources, par exemple, ou autres types de décisions qui sont nécessaires. Le professeur Al Freese, qui était plus professeur à ce moment-là, avait participé à ce comité. J'avais eu la chance de travailler avec lui. Et il a été précurseur dans plusieurs aspects de l'hydrogéologie. Et entre autres, en 1969, il y a plus de 50 ans, il avait proposé un concept pour une modélisation intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines, donc dans l'article qui est cité en haut ici. Et avec son collègue Dick Arlen, ils avaient représenté ici l'image, c'est un bassin versant typique, donc synthétique. Ils avaient identifié les composantes du cycle hydrologique, donc précipitation ici, qui est l'apport en eau dans le bassin versant. On a l'évapotranspiration, donc les pertes vers l'atmosphère. Et ensuite, les flèches représentent les écoulements, donc dans le réseau d'eau de surface ici, ou les écoulements souterrains avec interaction entre les deux régimes. Et à ce moment-là, il proposait de représenter les écoulements souterrains en 2D, 3D, saturés, non saturés, écoulements de surface en 1D, dans ce cas-ci. Et il représentait la précipitation et l'évapotranspiration. Ils n'ont pas développé de modèle dans cet article, donc c'était un concept, mais ils ont imaginé qu'on pouvait développer un tel modèle, par exemple, avec ici, ça pourrait être un maillage de différence finie. Et à ce moment-là, dans les années 60, les modèles numériques commençaient à peine à être développés. ModFlow n'existait pas encore. Donc, c'était vraiment des précurseurs à ce moment-là. Et ce qu'ils proposaient, c'était de développer ces modèles intégrés au lieu d'y aller avec des approches découplées, donc modèle de surface seulement, modèle souterrain seulement. Donc, on a suivi cette approche et avant, ils avaient identifié déjà des enjeux de la modélisation qui existent toujours, mais qui sont probablement moins sévères ou moins sérieux qu'ils étaient il y a quelques années déjà. Donc, la disponibilité des données. Il en existe par contre de plus en plus, surtout pour représenter la surface de la Terre. Donc, on a accès à des données par télédétection, données satellitaires et ainsi de suite. Le souterrain demeure un enjeu. Par contre, comme on a vu un peu plus tôt cet après-midi, donc la troisième dimension demeure toujours un enjeu, mais il existe des relevés géophysiques aéroportés qui peuvent aider à aller chercher ce type de données. Les temps de calcul, ça demeure toujours un enjeu, mais il y a beaucoup d'avancées qui se font. On développe des modèles, des méthodes encore plus
performantes de calcul pour utiliser les modèles intégrés. Et les échelles d'application, c'est encore aussi une discussion, mais il y a de plus en plus d'exemples d'application de ce type de modèle à différentes échelles. Vous avez les images ici où on part d'un bassin, d'un fleuve majeur, donc à l'échelle de 150 000 km². L'échelle diminue jusqu'à une parcelle sur le terrain, potentiellement, donc ici 1 km², mais ça pourrait être encore des superficies encore plus petites. Donc, je vais baser le reste de la présentation sur un modèle ou une plateforme que j'ai initialement développée à partir d'un modèle 3D souterrain auquel j'ai ajouté les capacités d'écoulement de surface avec des collègues de l'Université de Waterloo. Et depuis une dizaine d'années, le modèle est développé en collaboration avec, vous avez le logo en haut, une petite compagnie qui s'appelle Aquanti qui est basée à Waterloo. Donc, on travaille en collaboration sur le développement du modèle. Aquanti fait beaucoup d'applications dans le cadre de gestion. Donc, dans ce qui va suivre, j'ai essentiellement tiré presque tout le matériel de mes collègues de Aquanti pour donner quelques idées du potentiel du modèle. Donc, le modèle est basé exactement sur le concept de Freeze et Harlan. Donc, on représente, vous avez la couche du haut, c'est le domaine de surface pour lequel on va résoudre une équation d'écoulement 2D. On représente ici le bloc, c'est le domaine 3D de domaine souterrain, donc on va représenter la géologie, nos unités géologiques. Les équations sont résolues de façon complètement couplée à chaque pas de temps. Et un des résultats de simulation, c'est la couche du milieu ici, qui représente l'infiltration et l'exfiltration, donc les échanges entre la surface et le souterrain. Donc, la conception d'un tel modèle, puis ce n'est pas le seul qui existe pour faire de la simulation 2D, 3D couplée souterrain-surface, mais typiquement, ce qu'on a besoin comme information, comme type de données, je vais partir de la base. Donc, on met beaucoup l'emphase sur la connaissance du milieu géologique. Donc, on sait que c'est très important de caractériser du mieux possible le souterrain, donc pas y aller avec trop d'approximations. Donc, typiquement, on va discrétiser ici, il n'y a pas d'échelle, mais ça peut être un bassin versant de milliers de kilomètres carrés. Donc, on discrétise en 3 dimensions le milieu géologique. Ensuite, on a besoin d'informations sur les sols, desquels de cette information, on va tirer certains paramètres qui vont régir les échanges entre le souterrain et la surface. Ensuite, on va aussi utiliser les données sur l'occupation du territoire, l'occupation du sol ici, qui est la 3e couche, qui vont servir aussi à paramétriser les écoulements de surface, paramétriser aussi des modules d'évapotranspiration. Et finalement, on aura les forçages météo-climatiques qui peuvent être distribués ici sur l'ensemble du bassin versant. Donc, quelques types de résultats qui sont produits par le modèle. On a besoin de beaucoup de données, mais aussi on produit beaucoup de résultats, ce qui peut être un enjeu ensuite dans l'analyse. Donc, c'est pas toujours un bien, c'est pas toujours ce qui est positif. Mais on va produire, par exemple, la distribution de l'infiltration-exfiltration. Ici, vous avez une image. Je ne vais pas y aller dans les détails du tout ici, simplement illustrer. Vous pouvez voir ici le bassin versant des Grands Lacs au Canada, à la frontière canadienne-États-Unis. Et vous avez la trace des 5 Grands Lacs. On peut produire aussi des cartes de saturation des sols à différents temps durant la simulation, donc des valeurs distribuées. Ici, on montre la saturation des sols en surface, mais ça peut être en 3D aussi. On peut spécifier des points de mesure ou des points de sortie de débit en surface qu'on pourrait comparer à des débits en cours d'eau, donc des hydrogrammes de cours d'eau. Niveau d'eau en surface, ici, c'est l'élévation moyenne des lacs dans le cas du bassin versant des Grands Lacs. Et une autre carte ici qui montre profondeur de la nappe, où on pourrait aussi avoir la piézométrie. Donc, c'est le genre de résultats qu'on peut produire, mais comme j'ai dit, on en produit des fois beaucoup, beaucoup. Vous pouvez penser que c'est des résultats qui sont distribués dans l'espace en 3D dans notre modèle et aussi dans le temps. Quelquefois, on peut faire des simulations sur des espaces de temps qui vont sur une année, plusieurs années. Donc, on génère aussi beaucoup, beaucoup de résultats en sortie. Bon, je vais laisser tomber pour les autres résultats. On peut utiliser le modèle de façon conceptuelle. Ici, j'ai une petite animation qui est démarrée avant que je l'explique. Je vais l'arrêter. Bon, je ne suis pas capable d'arrêter l'animation, mais
Désolé. Ah oui, je l'ai arrêté. Parce que les écoulements de surface et souterrains sont fortement couplés, en fait, entièrement couplés dans le modèle, on peut essayer de simuler certains cas où ces écoulements vont jouer un rôle. Donc, on a deux situations ici. Ça serait mitigation d'inondation. Donc, on a un cours d'eau en haut qui est sous sa forme naturelle. Et ensuite, un cours d'eau sur lequel on aurait aménagé des digues pour empêcher des inondations. Et ce qu'on a en bleu, c'est la saturation essentiellement. Donc, on a un niveau de nappe qui est quelque part dans le sol ici. Et ce qu'on simule ici, c'est l'arrivée d'une onde de crue. Et de façon conceptuelle, et là, j'ai... Bon, ça ne fonctionne pas, mais vous l'avez vu. Donc, pour cet exemple-là, on a... c'est reparti. Donc, vous avez l'onde de crue. Donc, c'est conceptuel ici. Ça n'a pas été calé sur des données, mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut essayer de faire de la conception aussi de méthodes de mitigation d'inondation. J'ai une autre petite animation ici. Donc, qui est démarré aussi, sans que je le sache. Dans les prairies canadiennes et aussi juste au sud de la frontière aux États-Unis, la topographie de surface est parsemée de dépressions qui vont de l'ordre de dizaines de mètres à peut-être centaines de mètres. En anglais, on les appelle les potholes. Et ces dépressions correspondent à des zones où il y a accumulation d'eau en surface et ensuite infiltration. Et c'est des zones de recharge des aquifères. Donc ici, la petite simulation montre une vue en coupe de ce genre de système où on a deux dépressions, pothole 1, pothole 2. On aurait une onde de crue qui arrive de la gauche. Le milieu, initialement, est à une certaine saturation. Donc, en bleu, on est saturé. Et on a un système multicouche, un aquifère de surface, un aquifère ici, deuxième couche, un aquifère d'argile. Ensuite, un deuxième aquifère en profondeur et un autre aquifère à la base. Et ces systèmes sont fracturés. Il y a présence de fractures. Donc, ce que ça montre, c'est que l'eau va venir de la gauche, va commencer à s'accumuler dans les dépressions, va commencer à migrer à travers l'aquifère de surface, donc va recharger l'aquifère de surface et même éventuellement recharger l'aquifère inférieur. Donc, c'est le genre de modèle qui peut être encore là utilisé pour la compréhension de systèmes de façon conceptuelle. J'essaie d'y aller rapidement. Mes collègues à Quanti ont développé une plateforme de prévision hydrologique, hydrogéologique en temps réel, qu'ils ont appelé RGS-RT. Et cette plateforme fait en sorte que le modèle est utilisé pour faire des prévisions à très court terme, entre 7 à 14 jours, sur tout le système hydrologique d'un bassin versant ou d'une section ou d'un domaine qui nous intéresserait. Donc, en gros, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a un modèle hydrogéosphère qui est développé pour typiquement un bassin versant. Le modèle est calé à partir de séries de mesures pour reproduire les mesures dans le temps. Donc, on génère manuellement, initialement, un modèle calé. Et ensuite, ce qui est fait, c'est que le modèle, par exemple, s'il est calé sur une période de 20 ans, sur des points de mesure, les valeurs simulées à des intervalles de temps donnés, disons qu'à chaque mois sur 20 ans ou à chaque 2 semaines sur 20 ans, vont être stockées dans une base de données qui comprendra plus qu'un millier de, on va les appeler les conditions initiales. Donc, c'est le même modèle, mais à différents temps de l'année. Donc, il y a des conditions sèches, des conditions plus humides, estivales, hivernales. Et à partir de ce modèle, on va aller interroger la base de données, regarder les conditions actuelles. Je vais vous montrer un exemple rapidement tout de suite après. Les conditions actuelles dans le bassin versant, trouver le jeu de conditions initiales qui reproduit le mieux les conditions actuelles. Et ensuite, utiliser les prévisions météo qui sont disponibles. Il y a plusieurs produits disponibles pour faire des simulations et éventuellement obtenir ici une prévision, mais une prévision d'ensemble au point de mesure ou à différents endroits dans le modèle. Donc, le modèle a été développé, cette approche a été développée pour des bassins versants ici dans le sud de l'Ontario. Donc, des modèles ont été calés et avec cette approche, les modèles peuvent être utilisés pour des prévisions en temps réel. Donc, les modèles ne sont pas parfaits, mais les modèles vont quand même être capables de reproduire les conditions actuelles.
Et on peut ensuite comparer les prévisions aux observations futures. Et il y a le premier exemple, le premier endroit où ils ont développé ce modèle, c'est South Nation Watershed, c'est dans l'est de l'Ontario. Donc, vous avez ici la vue 3D de ce bassin versant. Ça a été fait en collaboration avec l'Agence de gestion de l'eau locale, c'est Water Conservation Authorities en Ontario. Donc, sur le bassin des points de mesure, il y a 10 stations de mesure de débit en cours d'eau. Vous avez en haut la liste. Il y a des sondes d'humidité du sol, mais maintenant, le modèle aussi utilise des données satellitaires à partir de apprentissage machine pour essayer de relier les données satellitaires qui sont beaucoup plus abondantes aux mesures sur le terrain, donc pour avoir des jeux de données encore plus grands pour caler le modèle, ou au moins déterminer les conditions initiales. Des piézomètres, il y en a 6 qui donnent les niveaux de nappe, et aussi équivalent en eau de la neige, parce qu'on est en conditions canadiennes, où on a un hiver, où on a des précipitations sous forme de neige. Donc, c'est un modèle qui a 7 couches, 200 000 nœuds par couche environ. Vous avez la taille des éléments moyens. Et comme j'ai dit, le modèle a été calé sur une période d'environ 20 ans. Il y a toute une série de jeux de conditions initiales qui ont été générés pendant les 20 ans avec le modèle calé, qui sont stockés dans une base de données. Et le modèle, la plateforme va aller, à partir des observations actuelles au point de mesure que j'ai mentionné tout à l'heure, trouver les jeux de conditions initiales qui correspondent mieux aux observations ou plusieurs jeux de conditions initiales et ensuite faire rouler le modèle avec les prévisions météo pour obtenir ce genre de résultats ici. Donc, ce sont des mesures de débit en fonction du temps sur une période de quelques journées à partir de ces candidats initiaux de conditions initiales. Je m'excuse, le pointeur est très près des flèches. Et on a des prévisions d'ensemble et ensuite on peut comparer à ce qui aurait été observé pendant la période. Donc, au fur et à mesure que le modèle est appliqué dans ce cas-là, il est raffiné. Donc, le modèle calé est raffiné et les prévisions deviennent moins incertaines, ou je devrais dire, s'écartent beaucoup moins de ce qui est observé pendant la période donnée. Donc, vous avez les prévisions sur différents paramètres. Puis, le modèle est roulé de façon presque continue sur le cloud. Donc, à chaque 12 ou 24 heures, le modèle reprend les conditions actuelles, reprend les prévisions météo et ensuite est roulé sur une période de 7 à 14 jours. Et avec l'expérience de mes collègues, après 16 jours, ils trouvent que ça ne vaut plus la peine de faire tourner le modèle parce que même les prévisions météo se dégradent beaucoup après cette période-là. Je vais passer peut-être un peu rapidement. Ici, c'est un autre bassin versant dans le sud de l'Ontario, le bassin de Quinte. Donc, comme j'ai dit, c'est une plateforme sur le web et les gestionnaires de l'eau peuvent interroger la plateforme, aller cliquer sur les points de mesure qui sont montrés ici par les icônes, aller voir les débits en cours d'eau. Donc, vous avez les prévisions ici. Donc, la moyenne qui est en rouge avec une enveloppe, le 10e percentile, le 90e percentile des prévisions. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que le temps file, mais on a toutes les sorties du modèle que j'ai mentionnées tout à l'heure sont disponibles. Donc, on peut aller voir des distributions spatiales, par exemple, de hauteur d'eau en surface, ou aller cliquer sur un point pour avoir la teneur en eau en un point, avoir le niveau piézométrique et ainsi de suite. Donc, bien entendu, c'est de la modélisation, c'est pas parfait, mais ça peut aider les gestionnaires à essayer de prévoir ce qui peut se passer, mais à très court terme dans ce cas-ci. Donc là, je clique rapidement parce qu'on commence à manquer de temps. Là, je vais à une autre échelle complètement, à la fois spatiale et temporelle. Un projet dans lequel Aquanti est impliqué. Le projet a été piloté par Ressources naturelles Canada, la Commission géologique du Canada, et aussi Agriculture Canada. Et l'idée, c'est de développer un modèle pour le territoire continental canadien au complet. Donc, ça fait 10 millions de kilomètres carrés. Ici, on ne veut pas prédire ce qui va se passer dans un cours d'eau sur une période de séjour, mais on veut développer un outil pour essayer d'envisager ou de se préparer pour comment le climat va influencer les ressources en eau. Donc, c'est un outil aussi qui devrait produire des résultats qui pourraient être transmis à des décideurs ici dans les gouvernements fédéraux. Donc, vous avez à peu près ce que j'ai mentionné comme objectif.
Ce qu'ils ont fait, ils ont découpé le territoire en 6 sous-territoires ou régions physio-géographiques qui font à peu près la même superficie, 2 millions de kilomètres carrés chacune. Et ensuite, ils vont développer un modèle, donc c'est en cours de développement, un modèle hydrogéosphère pour chacun de ces territoires. Ils visent des tailles d'éléments de 1000 à 5000 mètres, donc 1 à 5 km de taille d'éléments. C'est un modèle 3D, donc de 7 à 8 couches pour discrétiser le milieu souterrain. Donc, c'est très approximatif parce qu'on a un modèle qui fera plusieurs centaines de mètres et on a un nombre limité de couches. Mais il y a quand même un modèle qui avait été développé par un étudiant qui a fait son doctorat à l'Université de Waterloo, Jeremy Chen, qui avait développé un modèle pour le même territoire. Donc, il avait déjà commencé une compilation des données parce qu'il y a les aspects numériques, mais le travail le plus important jusqu'à maintenant, ça a été la compilation des données. Donc, vous avez ici le genre de données, ou en fait, c'est les données qui ont été compilées jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas terminé. Je vais partir de la base, je vais quand même faire le tour parce que ça donne une idée de l'ampleur, comme j'ai dit. La collecte de données, il existe beaucoup de données à différentes échelles dans plusieurs bases de données, mais on va avoir une représentation la plus fidèle possible, entre autres de la géologie. Donc, il y a un travail énorme de compilation qui a été fait. Donc, on a un modèle conceptuel, on a défini le domaine ici hydrogéosphère, on a le réseau hydrographique qu'on doit définir, et on ne va pas retenir tous les cours d'eau, donc il y a des décisions qui doivent être prises. On a la bathymétrie des lacs, on a les modèles numériques d'élévation de terrain qui doivent être utilisés. On génère des maillages d'éléments finis sur lesquels on va aller traduire toutes ces propriétés. L'hydrostratigraphie de la roche, donc on a ensuite l'hydrostratigraphie des dépôts de surface. Au Canada, on a typiquement, dans le sud, le Canada a été affecté par les dernières glaciations, donc on a presque systématiquement des couches de dépôts meubles d'origine quaternaire, typiquement très hétérogènes au-dessus du roc. Donc mais il existe énormément de données là-dessus, mais on doit les compiler et mettre ça dans une forme qui puisse être lue dans le modèle. Ensuite, on a les cartes de sol. Les peatlands, c'est les zones humides qu'on doit considérer, l'occupation du territoire, le pergélisol dans la partie nord, les températures de surface, l'évapotranspiration potentielle, et ensuite, on a les précipitations sous forme de neige et de pluie. Donc, tout ça est en cours de compilation, mais je vais juste revenir sur un point. La Commission géologique du Canada a été impliquée, donc les aspects de caractérisation de la géologie le plus fidèlement possible, c'est une des caractéristiques du projet parce qu'il existe de plus en plus de bases de données sur, par exemple, les propriétés du roc. Il existe des gens qui développent ça, c'est disponible sur le web. Il y en a une qui s'appelle Glimpse, où les gens ont recensé la conductivité hydraulique partout sur la Terre à partir d'études et ainsi de suite. On a déjà fait des comparaisons en utilisant les résultats de la base de données Glimpse avec ce qu'on avait de travaux beaucoup plus pointus sur des régions données. Et il y a souvent énormément de différences entre les bases de données qu'on utilise et celles qui sont disponibles. Donc, il faut faire attention lorsqu'on utilise ce genre de base de données. Ici, c'est la liste de ce que j'avais précédemment, mais les modèles seront calés, donc ils ne sont pas encore calés, mais calés pour reproduire de façon générale ou globale les niveaux de nappe, les niveaux d'eau de surface, humidité du sol, débit en cours d'eau, mais encore là, il y a des choix qui vont être faits parce qu'on travaille à très grande échelle et faire des simulations en régime transitoire, ça peut devenir un défi ou ça peut devenir presque impossible. Donc, typiquement, on va travailler avec des valeurs moyennes, essayer de faire des simulations en régime permanent pour représenter des conditions moyennes pour les différents bassins qui seront étudiés. Donc, rapidement, quelques perspectives. Donc, les modèles sont de plus en plus utilisés. J'ai présenté l'exemple d'hydrogéosphère, mais il y a d'autres modèles qui sont développés, disponibles surtout dans le milieu académique, mais on voit de plus en plus d'applications dans différents journaux scientifiques. Donc, il y a un potentiel d'application à différentes échelles. Il y a toujours des données manquantes, mais je pense qu'on en a de plus en plus et souvent, on en a trop. Surtout pour représenter la surface du sol, le territoire, des fois, on a beaucoup trop de données pour la résolution avec laquelle on travaille. Donc, on doit faire des choix. Puis, d'un point de vue des temps de calcul, il y a beaucoup d'avancées. Donc, les modèles tournent plus vite. On a maintenant des méthodes de solutions parallèles. Quand on va faire le calage aussi, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. Un ancien de l'Université de Bordeaux, de l'ENSEGED, je devrais dire,
Hugo Delotier, qui a fait un postdoc chez moi, qui est rendu maintenant à Neuchâtel en Suisse, qui utilise beaucoup Hydrogéosphère, est en contact direct avec John Doherty, qui est le développeur de PEST. Et John et l'équipe de PEST travaillent à développer des outils de plus en plus performants pour le calage de modèles. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes qui s'en reviennent pour le calage automatisé, pour les analyses de sensibilité. Et toute dernière diapo, je suis allé à plusieurs conférences où j'ai eu plusieurs discussions avec des collègues qui me disent, bon, il y a peut-être 2 camps ou peut-être plus, je ne sais pas, mais nous, on a une approche complexe, le modèle complexe, et des gens préfèrent des approches simplifiées. Donc, il y a beaucoup de discussions, il n'y a pas de réponse unique. Mais ce que j'avais dit, moi, personnellement, si j'ai des étudiants que j'encadre et qui développent un modèle hydrogéosphère, ça prend 2 semaines pour faire une simulation, on essaie de trouver des moyens pour que ça roule plus vite, puis on veut simplifier aussi. Donc, je ne suis pas un ardent défenseur de la complexité à tout prix. Donc, on peut simplifier. Puis ça dépend aussi des objectifs. Donc, le modèle pour l'ensemble du Canada va être simplifié, va représenter un bassin versant de façon beaucoup plus simplifiée que le modèle en temps réel, c'est certain, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais le modèle complexe, une utilité, c'est que ça nous sert de base. Si on pense qu'on a représenté la plupart ou tous les phénomènes, les processus physiques qu'on pense qu'ils jouent un rôle dans notre système, bien, on peut le simplifier puis comparer un modèle simplifié à notre modèle plus complexe. Puis, si le modèle simplifié donne les mêmes résultats, on va prendre le modèle simplifié. Puis, donc, d'un point de vue de prévision, dans des conditions qui sont hors desquelles dans le modèle a été calé, les modèles, je dirais, complexes ou qui représentent le mieux possible les processus physiques donnent des résultats qui ont moins d'incertitudes. Puis, on peut aussi quantifier l'incertitude dans nos prévisions, donc, comme j'ai dit, avec les outils qui sont développés de plus en plus. Sur ce, je vais m'arrêter. Merci de votre attention. Il reste temps pour quelques questions, 1 ou 2. Une question, est-ce que Hydrogéosphère est un modèle open source et accessible ou c'est sous licence? Est-ce que Hydrogéosphère est sous licence ou est-il accessible et open source? Non, maintenant, parce qu'il est développé puis maintenu par Aquanti, il est sous licence. Donc, licence académique puis aussi licence commerciale. Mais c'est possible de l'acquérir, oui. Bonjour, moi je voulais savoir si vous avez fait un benchmark de votre modèle avec d'autres solutions existantes pour évaluer les performances, notamment avec des modèles aux éléments finis, aux différences finies, enfin vous voir ce qui existe et puis voir si réellement la version que vous proposez semble être la plus pertinente et la plus ajustée par rapport aux enjeux. OK. Par rapport à d'autres modèles ou par d'autres approches? Ouais, d'autres modèles en fait que l'outil. Est-ce que vous avez testé l'outil avec d'autres approches pour voir si les résultats par rapport à notamment aux points de calage, j'arrive pas trop à voir combien de points de calage vous avez à l'échelle parce que quand on est à l'échelle du Canada, j'imagine qu'il doit y en avoir quand même pas mal. Mais même à l'échelle régionale, ça me paraît déjà démesuré par rapport à ce qu'on peut voir chez nous. Donc, ouais. En fait, voilà. En fait, il y a eu des exercices de benchmark qui ont été faits. C'est plutôt dans le milieu académique. Parce que, comme j'ai dit, il y a plusieurs modèles qui existent. Donc, il y a PowerFlow, CATI, OpenGeoSys qui est développé en Allemagne. Puis les gens se connaissent, les gens se sont regroupés, puis on fait des benchmarks, mais sur des problèmes hyper simples, mais vraiment très simples. C'est un bassin versant en pente, pas d'infiltration, infiltration. Donc, c'est hyper simple. Il y a eu 2 articles qui ont été publiés.
Les temps de calcul ont été comparés, mais c'était tellement simple comme problème qu'il n'y avait pas des différences énormes. Bien que certains modèles avaient plus de difficultés pour certains aspects des simulations, mais il n'existe pas encore de benchmark où on va prendre un vrai bassin versant comme ce que j'ai montré, puis on va dire maintenant, on va prendre plus qu'un modèle et on va les comparer. On fait quelque chose un peu dans ce sens-là avec Hugo Delotier. J'aurais pu présenter les travaux d'Hugo. Il a développé un modèle pour tout le sud du Québec qui fait 40 000 km², qui regroupe plusieurs bassins versants majeurs. Puis il a développé un modèle hydrogéosphère en 3D très, je dirais, à cette échelle-là, assez précis. Mais ce qu'il a fait, puis on travaille sur l'article en ce moment, on échange en ce moment, c'est qu'il a comparé plusieurs approches avec le même modèle hydrogéosphère. Parce que l'hydrogéosphère, on n'est pas obligé d'activer les écoulements de surface. On peut dire, il n'y a pas d'écoulement de surface, on met une recharge. Donc, il a pris 3 représentations différentes du modèle hydrogéosphère avec, on calcule la recharge de façon externe, on la met dans le modèle hydrogéosphère avec un écoulement de surface. Ensuite, on le met dans un modèle hydrogéosphère, mais on ne permet pas de l'exfiltration. Il a comparé, puis il observe quand même des différences. Puis, de mémoire, le modèle couplé avec les outils qu'on a reproduit les résultats avec moins d'incertitude. Donc, il y a une analyse d'incertitude qui est faite. Donc, le modèle complètement couplé reproduit les résultats avec moins d'incertitude. Et aussi, les niveaux de nappe, lorsqu'on utilise seulement que le modèle souterrain, avec la recharge qui est calculée séparément, les niveaux de nappe vont être plus bas. Donc, ça serait, à notre connaissance, le premier vrai système où on compare, c'est le même modèle numérique, mais avec des approches, on tourne des boutons différents dans le modèle pour représenter exactement le même système, le même maillage, les mêmes données, la même géologie, et ainsi de suite. Mais ça manque encore sur les cas réels. Merci. Oui, ici. Juste une question par rapport à la modélisation. Aujourd'hui, en matière de réseau piézométrique avec des suivis en continu, le Canada est équipé comment? En fait, vous utilisez quel point pour vos calages? Pour le Canada au complet? J'ai pas compris la question. Pour la piézométrie. Pour la piézométrie. C'est vrai que c'est quand même un paramètre oui. indispensable. Oui. Et donc la densité des réseaux de mesure que vous avez aujourd'hui à mobiliser pour vos opérations de modélisation. C'est très variable. En fait, ça dépend des provinces. Donc, on a 3 niveaux de gouvernement au Canada, le fédéral, les provinces, les municipalités. Et les provinces vont se charger généralement de la géologie des réseaux de suivi des eaux souterraines. On a un réseau de suivi des eaux souterraines au Québec. Le réseau compte peut-être 250 puits qui sont suivis en continu. C'est disponible sur le web, mais 250 puits, je n'ai pas mis la carte du Québec, mais disons que c'est sur 60 000 km². C'est une couverture qui est minimale. Dans les autres provinces, je pense que c'est encore moins. Donc, on travaille quand même avec des données parcellaires. Ce que les gens de chez Aquanti ont fait aussi, ils ont interrogé des bases de données. Par exemple, au Québec, on a ce qui s'appelait avant l'annuaire des puisatiers. Donc, c'est un système d'information hydrogéologique. Donc, à chaque fois que quelqu'un fore un puisatier, fore un puits, il doit envoyer un rapport de forage qui donne la description du forage. On s'entend que la qualité n'est peut-être pas super, mais qui va aussi donner les niveaux statiques. Donc, c'est de l'information supplémentaire. Puis ça, il y en a des milliers sur le territoire, mais la qualité est moins bonne. Donc, la couverture piézométrique est encore un défi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en 3D dans le souterrain, des fois, on est chanceux, on travaille sur un projet dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles à Québec qui fait 400 km². Puis on a réussi à installer une quinzaine de piézomètres pour le suivi. Mais quand on met ça sur le territoire, c'est des petits points de rien, là. Donc, on travaille avec quand même des données qui sont quand même assez limitées. Donc, il reste que des marges de progression comme en France. Oui.